Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Ici, on va continuer le cours de SES là où nous l'avions laissé, à un petit détail près, c'est que on ne s'était pas arrêté au même endroit avec les deux groupes. En fait, il se trouve qu'avec un des groupes de la classe, je crois que c'était le groupe 2, on avait déjà commencé avant les vacances le chapitre 3, donc le premier chapitre de sociologie, et je ne l'ai pas commencé avec l'autre groupe. Donc je vais d'abord commencer par rattraper, de sorte qu'on soit tous au même point. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais d'abord vous donner les consignes qui sont valables pour tout le monde, parce qu'il va y avoir des devoirs à faire. Et après, la deuxième partie de la vidéo, bah, elle sera à rattraper par ceux qui n'ont pas eu le cours de vive voix, et où je vous donnerai de toute façon tout le détail de la trace écrite. Donc, là, je suis en train de donner les devoirs de façon générale pour tout le monde. Vous verrez en lien dans la description de la vidéo euh, un, un lien vers un site qui s'appelle La Cuisinière qui vous permettra de faire les exercices que je vous demande de faire. Pour ce week-end, hein, vous avez jusqu'à dimanche, dernier délai pour faire les exercices, donc ne perdez pas de temps. Donc je vais vous faire un petit montage pour vous montrer comment faire, c'est vraiment pas compliqué. Donc vous allez voir, c'est très simple. Quand vous cliquez sur le lien que je vous ai fait parvenir, vous allez arriver ici sur le site de la cuisinière où il y a les exercices que je vous demande de faire. Donc vous voyez, ça commence par une première consigne. Lisez le document 4 ainsi que le point vocabulaire, répondez aux questions ci-après. Donc là, vous voyez, vous avez le document 4 qui est le même document que vous avez dans votre dossier documentaire et que pour le groupe 2, j'avais distribué en main propre. Vous avez ici le point vocabulaire qui fait aussi partie du document et après vous avez les questions. Donc là vous avez la première question et ici vous avez la réponse, donc c'est à vous d'écrire. Hein. Vous écrivez la première réponse. Même chose, question 2, réponse 2, etc., etc. Là, vous voyez que la question 3, on vous demande d'associer, donc c'est à vous de modifier la place pour mettre le bloc en face de ce à quoi il correspond. Ensuite, question 4, vous répondez à la question 4, question 5. Et enfin, la question 6, c'est une question par QCM. Donc, vous voyez, à chaque fois, donc là, il y a plusieurs propositions. Et pour chaque action, on va vous demander est-ce que c'est plutôt de l'imitation, de l'injonction ou de l'interaction. Et c'est à vous, pour chacune des propositions, de m'indiquer si c'est l'un, l'autre ou l'autre. Voilà, donc il y en a plusieurs. Et après, deuxième petit exercice, c'est un exercice de synthèse. Donc vous voyez, on vous demande de compléter le texte à trous avec les termes suivants. Donc là, vous avez tous les termes qui sont à écrire. Et donc du coup, là, vous avez la synthèse à trous. Donc à chaque fois, vous devez remplir voilà, avec les mots de vocabulaire. Donc faites très attention à l'orthographe, à bien écrire le mot de vocabulaire exactement, sans espace, sans faute d'orthographe, etc. Parce qu'après, pour que ça puisse être reconnu comme juste, il faut que le mot soit évidemment bien orthographié. Une fois que vous avez tout rempli et que tout ça c'est fait, vous devez m'envoyer votre copie. Donc ce que vous faites, c'est vous écrivez votre pseudo. Donc votre pseudo, c'est votre nom de famille. J'insiste, pas votre prénom, votre nom de famille. Donc si je devais le faire, moi, ce serait voilà, Ottaviano. Vous pouvez mettre votre initiale et votre classe si vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur Envoyer. Comme vous le voyez, donc là, on vous demande de confirmer. Vous confirmez bien. Évidemment, à partir du moment où vous m'envoyez la copie, vous ne pouvez plus la modifier. Et une fois que vous avez confirmé, vous voyez, on vous donne un code copie. Ce code copie, vous le conservez bien parce que vous en aurez besoin quand je vous enverrai la correction. Voilà, donc vous avez jusqu'à dimanche pour me remplir ça, et à la suite de quoi, je vous corrigerai tout ça et je vous enverrai tout ça pour la semaine prochaine. Voilà. J'insiste vraiment sur le fait d'écrire votre nom de famille parce que moi après il faut que je puisse savoir qui a bien fait l'exercice ou non pour éventuellement vous envoyer des rappels. Donc il faut que je puisse les ranger par ordre alphabétique. Voilà. Une fois que ça a été fait, je vous précise que du coup, la semaine de la rentrée, il y aura une petite, donc la prochaine fois qu'on se voit, la semaine prochaine, puis la semaine suivante pour l'autre groupe, il y aura une petite évaluation flash avec des mots de vocabulaire où je vous demanderai voilà, le vocabulaire du cours. Je vous envoie en pièce jointe de ce message le dossier documentaire hein, avec les documents qui sont utilisés dans cette première partie de cours, et puis de toute façon, je vous distribuerai les documents en main propre la prochaine fois qu'on se verra en visu.
Voilà, donc pour ceux qui ont déjà, qui étaient là et qui ont déjà assisté au début du cours sur le chapitre 3, ben, vous pouvez directement aller faire l'exercice sur le site de la cuisinière. Et pour ce qui est des autres, eh ben, on est parti, on commence par on commence par le chapitre 3. Donc ce que je vous demande là simplement, vous pouvez jeter un œil au document que je vous ai envoyé, mais c'est surtout de m'écouter, de comprendre et surtout de prendre la trace écrite du cours sur votre cahier. On va procéder de deux façons, c'est non seulement je vais vous afficher à chaque fois ici sur l'écran ce que vous devez écrire dans votre cahier. Donc si jamais ça va trop vite, de toute façon vous pourrez faire pause pour prendre la trace écrite. Et de toute façon, dans le cahier de texte sur l'ENT, je mettrai dans le cahier de texte toute la trace écrite. Donc vous pourrez avoir accès très facilement au contenu écrit du cours. Évidemment, là, le plus important pendant cette classe-là, ça va être de comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc on commence par le titre du chapitre, chapitre 3, comment devenons-nous des acteurs sociaux? Voilà, et on commence tout de suite par une introduction. Introduction, l'homme, un animal social, point d'interrogation. Et justement, pour traiter de cette question-là, donc l'homme, un animal social, c'est une référence directe à des philosophes grecs qui s'appelle Aristote, qui avait décrit l'homme comme un animal politique. Alors, l'homme est bien un animal, hein, puisqu'on est des mammifères, hein, comme tous les autres mammifères, les grands singes, les félidés, etc. Mais les humains, on a cette particularité qu'on est des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on s'organise en société, et justement, c'est ça qu'on va étudier en sociologie, c'est comment on forme une société. Donc, on va commencer par étudier le premier document, qui est un extrait de journal télévisé, et pour ça, et à la suite de ça, il faudra répondre à 3 questions. Donc je vous fais visionner le document parce que c'est une courte vidéo et à la suite de ça, on répond aux 3 questions. Les médias russes en font leur gros titre depuis lundi. L'histoire d'une fillette de 5 ans élevée comme un animal avec des animaux, chiens et chats étaient ses seuls compagnons, illustrerait un phénomène qui prend de l'ampleur en Russie, l'abandon d'enfants en très bas âge. Selon les médecins, la fillette ne connaît pas de graves retards de développement, mais elle a tendance à se comporter et à s'exprimer comme un chiot. Stéphanie Pérez. Dans un immeuble de Sibérie orientale, voici le taudis où les agents de protection de l'enfance ont découvert la fillette de 5 ans. Natacha n'en est jamais sortie. Devant la police, la petite fille aboie et saute comme un chien. Elle a vraisemblablement été élevée par des animaux, négligée par sa famille qui vivait pourtant avec elle. Ça a été mouvementé quand nous l'avons sortie de là. La petite vivait dans des conditions d'hygiène déplorables, il y avait une odeur pestilentielle et les animaux partout, des chiens et des chats, et il est probable que ce sont ces animaux qui l'ont élevée. La fillette a été placée dans une institution où elle reçoit une aide médicale et psychiatrique. Avec stupeur, les éducatrices ont découvert une enfant qui ne parle que le langage des animaux et ignore tout de la vie en société. Elle ne sait pas se comporter à table. Quand elle mange, elle tient sa cuillère dans une main et lèche l'assiette. Le chemin de la socialisation sera long pour Natacha. 760 000 enfants vivraient dans des conditions socialement dangereuses en Russie. Le président Medvedev appelle à agir d'urgence. Le père de la fillette, lui, a reçu une amende pour négligence et sa mère, un simple avertissement. Voilà ce qui est pour le document. Donc c'est un document vidéo hein, qui date de 2009. Et on vous demande directement, en première question, pourquoi Natacha est-elle qualifiée d'enfant sauvage ? Voilà, alors ça va être toute la limite hein, du fait de faire cours à distance, c'est que normalement vous devriez répondre vous-même ou on devrait répondre ensemble, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement la correction et évidemment si jamais il y a des incompréhensions ou des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en description de la vidéo ou sur le NT. Alors, on voit que dans cet extrait, on parle d'enfant sauvage, puisque Natacha, c'est un enfant qui ne se comporte pas comme ce qu'on attend d'un être humain normal, entre guillemets. Elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle se comporte comme un animal. C'est en ça qu'on l'appelle un enfant sauvage. Une petite parenthèse, le terme enfant sauvage, c'est pas un terme qu'on emploie uniquement pour parler de Natacha, là dans cet exemple-là, c'est un terme qui est plus ancien. À côté du document, je vous ai mis l'affiche du film L'Enfant sauvage. Donc L'Enfant sauvage, c'est un film de François Truffaut, sorti en 1970, qui raconte l'histoire d'un vrai enfant sauvage, c'est-à-dire d'un enfant qui avait été trouvé vers l'âge de 8-10 ans, il avait grandi dans la forêt.
Et c'est donc vers 1790, je crois, donc à la fin du XVIIIe siècle, et qui a été recueilli par le docteur Itard. Et évidemment, il est donc un enfant qui, on ne sait pas trop comment il avait été élevé, un peu par des loups ou par des bêtes sauvages, et il ne savait pas parler. Il marchait à quatre pattes, etc. Et du coup, le docteur Itard a dû tout lui apprendre. Donc on voit que les enfants sauvages, c'est quelque chose qui existe réellement. Hein. C'est pas que dans l'histoire de Tarzan, évidemment. L'enfant sauvage le plus connu, c'est Tarzan, mais c'est une fiction. Mais il y en a eu, des vrais, hein, c'est-à-dire des enfants qui grandissent complètement à l'écart de la société. Question 2, on vous demande qu'est-ce qui semble expliquer son comportement. Ce qui explique le comportement de Natacha, le fait que justement elle ne se comporte pas normalement, elle marche à quatre pattes, elle aboie, etc., c'est justement qu'elle n'a pas été en contact avec des êtres humains. On vous dit, elle a été élevée par les chiens et les chats qui étaient là. Elle calque son comportement sur celui des animaux. En fait, elle imite, elle copie les animaux, elle n'a pas été suffisamment en contact avec les humains. D'accord ? Et enfin, question 3, selon vous, que signifie le terme socialisation employé à la fin de la vidéo? Donc ils nous le disent bien à la fin de la vidéo, une fois qu'elle a été recueillie et placée dans un foyer, on nous dit que pour Natacha, le chemin de la socialisation va être long. Le chemin de la socialisation sera long pour Natacha. 760 000 enfants vivraient dans des conditions socialement dangereuses en Russie. La chose qu'on peut deviner un peu de ça, c'est que, a priori, la socialisation, ça va être le processus au cours duquel on va apprendre tous les comportements qui sont considérés comme normaux dans la société. Voilà, votre socialisation, c'est tout le processus par lequel vous avez appris à vous comporter comme des êtres humains. Donc vous avez appris à parler, à marcher, à manger, etc. etc. Et c'est ça, justement, qu'on va étudier dans ce premier chapitre de sociologie. On va étudier la socialisation, c'est-à-dire comment on devient des êtres sociaux, comment on apprend à se comporter en société. Donc, à retenir, pourquoi j'ai commencé par cette introduction-là, ce qu'il faut vraiment retenir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a plein de comportements tous les jours, hein, on parle, on mange, on marche, etc. Et c'est des comportements, on n'y pense pas. Quand on marche dans la rue, on n'est pas en train de penser, alors il faut que je mette un pied devant l'autre, d'abord pied droit, après pied gauche. Non, on n'y réfléchit pas. On fait plein d'actions, en fait, tout le temps, qui nous semblent naturelles, d'accord, qui nous semblent inné. Donc un petit point de vocabulaire, quelque chose qui est inné, c'est quelque chose justement qu'on n'a pas besoin d'apprendre, qu'on sait comme ça. Respirer par exemple, c'est un comportement inné. Un enfant, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il commence à respirer, il n'y a pas besoin de lui apprendre à respirer, heureusement. Mais en fait, la plupart de nos comportements ne sont pas innés, ils ne sont pas naturels, ils sont acquis lors de la socialisation. Hein. Donc l'inverse de inné, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est appris. Donc par exemple, parler, manger avec une fourchette, tout ça, c'est des comportements qui sont acquis. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette introduction, c'est que la plupart de nos comportements ne sont pas innés, c'est-à-dire connus dès la naissance, mais ils sont acquis au cours de la socialisation. Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce que ça veut dire cette socialisation, et on va passer au grand 1. Donc grand 1, qu'est-ce que la socialisation? Et pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur deux documents, le document 2 et le document 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les lire dans un premier temps, donc je vous demande de les lire avec moi, et puis on répondra petit à petit aux questions. Donc, document 2, l'acquisition de normes et de valeurs. Les normes sociales sont des énoncés qui obligent les individus à adopter certains comportements et ou qui leur interdisent d'en adopter certains. On distingue les normes sociales inscrites dans le droit, c'est-à-dire les normes juridiques, règles de droit telles qu'un texte de loi, et des normes sociales non inscrites dans le droit. Par exemple, dire bonjour, vous voyez une personne qu'on ne connaît pas, etc. La société exige ou souhaite le respect des normes et juge de la conformité des comportements des individus. Les valeurs sont des idéaux collectifs susceptibles d'orienter les actions individuelles. La liberté, le travail, l'amour sont des exemples d'idéaux collectifs. Les valeurs ont une influence sur le réel et contribuent à guider les actions des individus en conférant aux normes leur légitimité. Vous avez une petite note, conférer aux normes leur légitimité, ça veut dire qu'une norme est légitime lorsque les individus considèrent qu'il est souhaitable de s'y conformer. On considère que c'est quelque chose de bénéfique. Ainsi, se serrer la main pour se saluer n'a aucun sens si ce n'est celui d'exprimer le respect que l'on doit aux membres de la société.
Et de même que le respect des autres peut s'exprimer de plusieurs façons. Une seule valeur peut s'incarner dans un grand nombre de normes. Voilà. Donc ça, c'est pour le document 2. Maintenant, lisons le document 3. Document 3, les étapes de la socialisation. On distingue généralement la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La socialisation primaire est la socialisation centrée sur l'acquisition des modèles de comportement spécifiques aux enfants. Cette socialisation primaire est principalement le fait des agents dont l'objectif est explicitement la socialisation. Elle est caractérisée par des relations inégales entre l'enfant en situation d'apprentissage et les adultes qui font office d'éducateurs. Cependant, le processus de socialisation ne s'arrête pas avec l'enfance. La socialisation secondaire et la socialisation centrée sur l'acquisition des rôles sociaux caractéristiques de l'âge adulte ainsi que des savoirs professionnels. Même si elle est particulièrement intense au cours des premières années de la vie, la socialisation n'est jamais achevée. De ce fait, les résultats de la socialisation sont toujours provisoires et susceptibles d'être remis en question. Ça veut dire qu'on peut changer de socialisation au cours de sa vie. Voilà. Alors, on a un certain nombre, dans le dossier documentaire que je vous ai fait parvenir, on a un certain nombre de questions, on a 5 questions qui portent sur ces documents-là, et on va commencer par on va y répondre au fur et à mesure ensemble. Première question, on vous demande quelle est la différence entre une norme et une valeur. Alors, on reprend dans le document rapidement les définitions qui nous étaient données. On nous dit les normes sociales sont des énoncés qui obligent les individus à adopter certains comportements et qui interdisent d'en adopter d'autres. D'accord ? Et les valeurs, ce sont les idéaux collectifs susceptibles d'orienter les actions individuelles. On nous donne des exemples. Comme exemple de normes, on a dire bonjour. Vous voyez une personne qu'on ne connaît pas, etc. Alors qu'un exemple de valeur, on a la liberté, le travail, l'amour. Alors, en fait, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que les notions de normes et de valeurs, ce sont toutes les deux des notions qui sont collectives, qui sont partagées par les individus d'une même société. En général, on partage un certain nombre de normes et de valeurs avec les gens qui vivent dans la même société. On veut tous vivre dans une société juste, par exemple. Il y a peu de gens qui diraient non, la justice... Moi, je n'aime pas ça. La plupart des individus qui vivent dans une même société souhaitent une société juste, de même façon, le respect, etc. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui sont communes, de même que beaucoup de normes qui sont communes. On parle la même langue, on a souvent les mêmes rituels. Mais vous voyez qu'il y a une différence de nature quand même entre une valeur de type la justice et une norme qui va être de type dire bonjour ou ne pas discriminer. Vous voyez qu'en fait, la différence entre les deux, ça va être qu'une norme, on vous le dit, une norme, c'est une règle de conduite. Donc une norme, c'est quelque chose de concret. Et c'est ça qu'il va falloir retenir. Une norme, c'est une règle de conduite, c'est une règle concrète. En gros, si je voulais expliquer ce que ça veut dire concret, c'est qu'on peut la dessiner. Par exemple, des normes, je vais vous en citer plein, et à chaque fois, vous pourriez me faire un petit dessin de cette norme. Par exemple, ne pas mettre les pieds sur la table, ça c'est une norme. Vous pouvez me dessiner quelqu'un qui ne met pas les pieds sur la table. Dire bonjour, c'est une norme. Vous pouvez me dessiner quelqu'un qui dit bonjour. Voilà. Alors que une valeur, ça va être au contraire, ce n'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose d'abstrait. Par exemple, la justice, vous ne pouvez pas me dessiner la justice. Vous pouvez pas me faire un dessin de la justice. Vous allez me dire, mais si, la justice, on est capable d'en faire des représentations. Regarde, il y a la statue de la femme avec un bandeau sur les yeux qui tire une balance, etc. Je suis d'accord avec vous, c'est la façon qu'on a de représenter la justice. Mais ce n'est pas un dessin de la justice. En fait, justement, cette représentation, c'est juste un symbole qu'on a décidé d'utiliser pour représenter la notion justice. Mais en quoi une personne qui tient une balance, ce serait une représentation de la justice? Non, c'est une balance. Vous voyez que tout de suite, ces concepts comme la liberté, le travail, l'amour, ce sont des choses beaucoup plus difficiles à dessiner parce qu'elles sont abstraites, justement. L'amour, c'est quelque chose d'abstrait. Donc, la valeur amour, c'est quelque chose de très abstrait, mais ça peut s'incarner dans plein de normes qui, elles, vont être concrètes. L'idée principale pour cette question 1, une norme, c'est une règle concrète, alors qu'une valeur, c'est un principe qui est abstrait, qu'on ne peut pas dessiner. Voilà.
Alors, on va mettre un petit peu ça en application. Dans la question 2, on vous demande, on vous donne une liste d'un certain nombre de choses et on vous demande à chaque fois de dire s'il s'agit d'une norme ou d'une valeur. Donc vous avez la sincérité, reconnaître ses erreurs, laisser la place à une personne âgée, l'honnêteté, le respect, ne pas juger autrui, ne pas mentir, l'humilité, la tolérance et rendre un objet trouvé. Alors, je vais le faire avec vous et vous allez voir que normalement ça devrait vous paraître assez évident. Donc, la sincérité, on voit que c'est quelque chose de plutôt abstrait. Je ne vois pas comment je pourrais dessiner la sincérité, donc ça va être une valeur. Reconnaître ses erreurs, ça, c'est bien une règle de comportement. Je peux montrer quelqu'un qui se comporte comme ça, donc ça va être une norme. Laisser sa place à une personne âgée, même chose. C'est une scène que je peux décrire, donc ça va être une règle de conduite. Norme. L'honnêteté, là, honnêteté, on retombe dans quelque chose de plutôt abstrait. Donc, valeur. L'honnêteté, c'est une valeur. Le respect, même chose. Le respect, c'est une grande valeur, mais je ne peux pas dessiner quelque chose. Donc, le respect, valeur. Ne pas juger autrui. Ne pas juger. Vous voyez que, en fait, souvent, quand on va avoir un verbe d'action, là, on a le verbe juger. Quand on a un verbe, souvent, ça va être une norme. Parce qu'une norme, c'est un comportement, une règle de conduite qu'on peut décrire. Donc, quand on a un verbe, le plus souvent, ça va être une norme. Donc, ne pas juger autrui, c'est une norme. Ne pas mentir, norme également. L'humilité, là, l'humilité, on est plutôt dans une valeur. La tolérance, valeur. Et rendre un objet trouvé, c'est une norme. Voilà. Donc maintenant qu'on a toutes nos normes et toutes nos valeurs, le but, ça va être d'essayer de les relier, de voir quelle norme se rapporte à quelle valeur. Donc ça, on va le faire ensemble, c'est pas très compliqué. Donc premièrement, on a reconnaître ses erreurs. Reconnaître ses erreurs, c'est justement une norme qui est associée à la valeur humilité. Faire preuve d'humilité, c'est reconnaître qu'on a eu tort. Laisser sa place à une personne âgée, laisser sa place à une personne âgée, c'est une façon de la respecter, donc c'est une norme qui va être associée à la valeur respect. Ensuite, ne pas juger autrui, justement, c'est une norme qui va se rapporter à la tolérance. Si on est tolérant, on laisse tout le monde s'exprimer, on ne juge pas, on n'empêche pas les autres de s'exprimer. Ne pas mentir, c'est faire preuve de sincérité. Là, j'attire votre attention sur le fait que ça aurait aussi pu aller avec honnêteté. L'honnêteté, ne pas mentir, c'est aussi bien être sincère que être honnête. Mais là, dans les exemples qu'on a, ça va plutôt être la sincérité. Et enfin, rendre un objet trouvé, ça va être en lien avec l'honnêteté. Voilà. Donc, on voit qu'on a d'un côté des normes, d'un autre des valeurs, et on a un certain nombre de... On peut faire des liens entre les deux, on a des valeurs qui s'incarnent dans des normes. Donc, maintenant qu'on a un peu mieux compris et un peu plus utilisé ces notions-là, il va falloir en donner des définitions. Donc là, on va passer un certain nombre de définitions qui sont à noter et qui sont à connaître, ce sont les notions sur lesquelles je vais vous interroger. Donc, on va voir un certain nombre de définitions. Et on va commencer par la définition de norme sociale. Alors, on va commencer par la notion de norme. On a vu qu'une norme, c'était une règle de conduite, déjà, qui était concrète, donc ça, il n'y a pas de problème. Et pour vraiment bien comprendre la notion, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas une norme. Parce qu'après tout, rien ne nous oblige à respecter les normes sociales. A priori, je pourrais ne pas dire bonjour, je pourrais ne pas marcher sur deux jambes, c'est une norme, je pourrais ne pas marcher sur deux jambes. Mais, à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si, à la prochaine fois qu'on a un cours de SES, vous commenciez à ne plus respecter la norme marcher sur deux jambes et vous commenciez à rentrer dans la salle de cours en marchant à quatre pattes? A priori, je vais vous regarder bizarrement, et pas que moi, a priori, tout le lycée va vous regarder bizarrement. Et oui, il se trouve que, en fait, quand on ne respecte pas une norme sociale, il va se mettre en place autour de nous ce qu'on appelle un contrôle social, c'est-à-dire que les autres personnes vont nous regarder bizarrement et nous forcer à respecter la norme. Alors après, il peut y avoir... et en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va se mettre en place une forme de sanction. Alors, après, il y a norme et norme, et il y a sanction et sanction. Imaginons que vous ne respectiez pas la norme de faire vos devoirs ou de ne pas frapper vos camarades, par exemple. Là, il va y avoir une sanction, et la sanction, elle peut prendre des formes diverses, comme un mot sur le carnet, ou carrément une heure de retenue, voire une exclusion de l'établissement si vraiment vous avez fait quelque chose de grave. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on va appeler une sanction
formelle. Une sanction formelle, c'est justement quand on ne respecte pas une norme, mais une norme de type juridique. Si on ne respecte pas la loi, on va avoir des sanctions formelles, ça peut être une amende, ça peut être une peine de prison, etc. Mais il y a aussi d'autres types de sanctions qu'on va appeler des sanctions informelles, qui vont pas être des heures de colle ou de la prison, mais qui vont être des choses plus subtiles, plus implicites. Ça va être par exemple de la moquerie ou des regards des approbateurs. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous mettez à marcher à quatre pattes, vous n'êtes pas en train d'enfreindre a priori le règlement intérieur. Je ne pense pas, à ma connaissance, qu'il est écrit dans le règlement intérieur que vous êtes obligé de marcher sur deux jambes. Par contre, si vous commencez à marcher à quatre pattes, je vais vous regarder bizarrement, vos camarades vont vous regarder bizarrement, voire ils vont se moquer de vous. Et vous voyez qu'en fait, se moquer ou avoir un regard des approbateurs, ça a la même fonction que de donner une heure de colle, ça a pour but d'être une sanction qui va vous forcer à respecter la norme. Parce que personne aime qu'on se moque de lui ou qu'on le regarde bizarrement. Donc en général, quand on a affaire à ce genre de réaction-là, on va respecter la norme sociale. D'accord ? Donc tout ça, ça va nous permettre, tous ces éléments, ça va nous permettre de placer une définition un petit peu précise des normes sociales. Donc définition, une norme, c'est une règle de conduite concrète partagée par une société ou un groupe d'individus, et le non-respect d'une norme sociale entraîne une sanction qui peut être formelle, comme une heure de colle ou une peine de prison, ou informelle, comme un regard des approbateurs, de la moquerie, etc. Donc ça, c'est pour la définition de norme. Maintenant, on va définir valeur, c'est un peu plus difficile à définir, parce qu'une valeur, on a dit, c'est un principe abstrait qui est partagé par les membres d'une société. Donc, la définition, une valeur est un principe, une idée abstraite de ce qui est considéré comme souhaitable par une société ou par un groupe d'individus. Et comme on l'a souligné, les normes concrètes, par exemple dire bonjour, incarnent les valeurs abstraites comme la politesse. Je précise, comme d'habitude en SES, on est à la fois en train de répondre aux questions du document, et les réponses au document constituent le cours, et en même temps, j'en profite pour placer des définitions qui sont évidemment des définitions de cours à connaître par cœur, d'accord, à apprendre pour le prochain cours. Maintenant, on va donc en venir. Donc là, on était dans la question 2, on a relié les normes et les valeurs entre elles, et ça nous a permis de définir les notions de normes et de valeurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à la question 3. Selon vous, les normes et les valeurs sont-elles universelles ? Et ce qu'il faut bien voir, c'est que non, les normes et les valeurs ne sont pas universelles. Déjà, petite définition de ce que ça veut dire. Des normes et des valeurs universelles, ça voudrait dire des normes et des valeurs qui sont les mêmes pour tout le monde. D'accord ? Que tout le monde respecterait exactement les mêmes normes et les mêmes valeurs. Et ça, on est obligé de constater que non, en fait, il y a certaines normes et certaines valeurs qui ne sont pas respectées par tout le monde. Alors, on peut souligner différentes choses qui vont faire qu'on ne va pas forcément respecter les mêmes normes et les mêmes valeurs. Premièrement, les normes diffèrent en fonction du lieu d'habitation. Par exemple, en France, vous voyez, on mange avec des couverts, une fourchette et un couteau, et quand on se fait un mariage, la mariée est habillée en blanc. Voilà. Ce sont des normes sociales. En Chine, on mange avec des baguettes, et quand elle se marie, la mariée a une robe rouge. Donc vous voyez que dans les deux cas, on respecte bien des normes sociales, manger avec les outils appropriés pour sa société et se marier dans les couleurs appropriées pour sa société, mais on voit que les normes sont différentes. Donc en fonction du lieu où on habite, du pays, de la société dans laquelle on vit, déjà les normes ne seront pas les mêmes. Donc entre la Chine et la France, il y a un certain nombre de différences. Évidemment, il y a des différences aussi entre l'Espagne et l'Italie, entre les États-Unis et l'Allemagne, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être le plus évident, la différence entre les pays. Mais c'est pas tout. Les normes, elles vont aussi être différentes à l'intérieur même d'un pays. Par exemple, en fonction de son sexe. Les hommes et les femmes ne respectent pas exactement les mêmes normes sociales. Si je regarde par exemple la façon de s'habiller, les hommes et les femmes ne s'habillent pas exactement de la même façon. Vous voyez, les robes sont presque exclusivement portées par des femmes, là où les chemises sont beaucoup plus souvent portées par des hommes. Donc vous voyez qu'en fonction de son sexe, on n'a pas la même façon de s'habiller. On a aussi des normes qui sont différentes en fonction de notre âge. Vous savez très bien que on ne s'habille, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'habillement, on ne s'habille pas de la même façon à 30 ans ou 40 ans et à 10 ou 15 ans. D'accord ?
Les normes de langage aussi ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge. Vous savez très bien que vous, les jeunes, vous avez entre vous des façons de parler, des façons de vous exprimer, des expressions particulières qui vous sont propres et qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'utiliseraient des adultes. Et même les adultes entre différents milieux sociaux, n'ont pas forcément le même niveau de langue. Et puis en plus, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que en fonction... donc, on a dit, il y a 3 choses qui peuvent faire que les normes sont différentes: le lieu d'habitation, le pays d'habitation, le sexe ou l'âge. Mais il y a aussi autre chose, il y en a une 4e qu'on pourrait mettre en évidence, c'est le statut social. En fonction de son statut, on ne va pas forcément respecter les mêmes normes ni les mêmes valeurs. Par exemple, quand on est en classe, vous et moi ne respectons pas les mêmes normes et les mêmes valeurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis professeur, je suis debout et c'est moi qui ai la parole. Et vous qui êtes élève, vous êtes assis et si vous avez besoin de demander la parole, vous êtes censé lever la main. Et on est tous en train de respecter les bonnes normes de la salle de classe. C'est juste que vous avez le statut d'élève et donc vous respectez les normes d'élève, et moi j'ai le statut de professeur et je respecte les normes de professeur. Donc vous voyez qu'en fonction de son statut, on ne respecte pas les mêmes normes et les mêmes valeurs. Donc là j'ai surtout cité des normes. C'est vrai que les valeurs sont en général davantage partagées par tout le monde, mais on peut aussi trouver des valeurs qui diffèrent. Par exemple, les valeurs religieuses, en fonction de sa religion, on ne va pas forcément avoir les mêmes valeurs. Si vous êtes chrétien, juif ou musulman, ou athée, vous n'allez pas avoir les mêmes convictions religieuses, les mêmes façons de vous comporter vis-à-vis de la religion, et c'est tout à fait normal. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien retenir de cette question-là, c'est que non, les normes et les valeurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde, elles peuvent être différentes en fonction du lieu d'habitation, de l'âge, du sexe ou du statut de l'individu. D'accord ? Et évidemment, il faudrait pouvoir donner quelques petits exemples pour chacun de ces éléments-là. Alors je profite de cette question 3 et du fait qu'on ait parlé un petit peu du statut pour mettre en évidence une autre définition qui va être aussi importante, c'est la définition de rôle social. Comme je vous l'ai dit, vous et moi, on ne respecte pas les mêmes normes tout le temps, notamment parce qu'on n'a pas le même statut. Et en effet, on n'attend pas les mêmes comportements de la part d'un professeur et de la part d'un élève. D'un élève, on va attendre par exemple qu'il soit obéissant, qu'il lève la main, qu'il fasse son travail, là où on attendra d'un professeur qu'il soit clair, qu'il explique, qu'il ait d'autorité, etc., etc. Bon, et de la même façon, votre rôle d'élève, ce n'est pas la totalité de votre identité, c'est une partie de votre identité que vous avez quand vous êtes au lycée, mais que vous n'avez plus quand vous rentrez chez vous. Quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus votre rôle d'élève, vous avez votre rôle d'enfant, ou de grand frère, ou de grande sœur, ou de petit frère, ou de petite sœur, et tous les comportements qui étaient attendus de vous à l'école, vous ne les avez pas chez vous. Par exemple, aller dans une salle de classe pour prendre la parole, vous avez besoin de lever la main. Je suppose que chez vous à table, vous n'avez pas besoin de lever la main pour prendre la parole. Quoique, je ne sais pas, mais a priori, c'est rarement comme ça que ça se passe. D'accord ? Donc il faut bien voir que, en fait, en fonction de son statut dans l'interaction sociale dans laquelle on est, on ne va pas attendre de nous les mêmes comportements. Quand vous êtes chez vous, et imaginons que qu'on vous demande de vous occuper de votre petite sœur ou de votre petit frère parce que vous êtes le grand frère ou la grande sœur, d'un coup vous avez le statut de grand frère ou de grande sœur, et il y a de nouvelles normes qu'on attend de vous, de normes de montrer l'exemple, par exemple, de respect, d'autorité, etc. Donc vous voyez qu'en fonction de si vous passez du rôle d'élève au rôle de grand frère, il n'y a pas les mêmes normes et les mêmes valeurs qui s'appliquent à vous. Donc justement, la notion de rôle social, elle sert justement à montrer que, en fonction de la situation sociale dans laquelle on est, on n'attend pas les mêmes comportements de la part d'un individu, donc les mêmes normes et les mêmes valeurs. Donc, à retenir, la définition, un rôle social désigne simplement l'ensemble des comportements qui sont attendus d'un individu dans une situation sociale donnée. Par exemple, pour jouer son rôle d'élève, il faut lever la main avant de parler, vous voyez ses professeurs, etc. Les comportements attendus ne sont plus les mêmes une fois revenus à la maison quand on change de rôle social. Voilà. Alors, on arriver un petit peu au cœur de cette partie-là, puisque on vous demande à la question 4, qu'est-ce que la socialisation et quel est son but ?
Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question-là, mais là, on va aller beaucoup plus loin. Dans l'introduction, on a dit qu'a priori, la socialisation, ça allait être le moment, le processus au cours duquel on allait apprendre comment se comporter en société. Et que c'était justement le problème de Natacha en introduction, qu'elle n'avait pas été socialisée comme les autres, et du coup, elle ne savait pas se comporter comme les autres. Et que là, du coup, dans le nouveau centre où elle va être, elle va pouvoir se socialiser, c'est-à-dire elle va pouvoir apprendre les normes, les valeurs et les rôles. Mais il faut voir que dans la notion de socialisation, il y a un truc qui va encore plus loin que l'apprentissage. En fait, la socialisation, c'est pas juste apprendre des normes, des valeurs et des rôles. C'est non seulement les apprendre, mais les intérioriser. Hein, on dit les intérioriser, on dit aussi les incorporer. On parle d'intériorisation ou d'incorporation. C'est des synonymes. L'idée, c'est que en fait, les normes et les valeurs qu'on vous a enseignées depuis que vous êtes tout petit, le plus souvent, elles sont tellement ancrées en vous que vous y réfléchissez même pas. Elles sont justement intériorisées. Par exemple, quand vous marchez sur deux jambes, vous n'êtes pas en train de vous dire « Alors attendez, il faut que je mette un pied devant l'autre, d'abord pied droit, après pied gauche. » Non, vous faites ça naturellement, vous ne vous posez pas la question. Alors qu'un enfant, quand il apprend à marcher, enfin un enfant de entre 1 et 2 ans, là, quand ils apprennent à marcher, c'est très compliqué pour eux. Au début, il faut qu'ils réfléchissent vraiment beaucoup. Mais à force de le faire, ça devient naturel. De la même façon, voilà, maintenant, il y a plein de choses qui vous paraissent naturelles. Vous voyez vos professeurs, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être oublié, mais que vous avez dû apprendre. Souvent, ça se passe à l'arrivée au collège. D'habitude, parfois, ça se passe aussi au moment du CM1, CM2. Mais si vous regardez les très jeunes élèves, donc en maternelle CP, ils tutoient leur maîtresse ou leur maître. Parce que le vouvoiement, c'est un peu compliqué pour eux au début, donc ils disent maîtresse, tu, etc. Donc ils tutoient leur maîtresse. Et puis au bout d'un moment, petit à petit, on va leur apprendre à vouvoyer les adultes. Au début, c'est un peu compliqué. Dans les classes CM1, CM2, c'est un coup tu, un coup vous. Et après, au collège, vraiment, on va leur imposer la norme du vouvoiement. Alors parfois, il y a un petit peu des ratés, mais je suis sûr que vous, maintenant, élèves de lycée, c'est complètement intériorisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous concentrer pour vouvoyer vos professeurs. Ça vous vient naturellement. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça qui viennent naturellement. C'est-à-dire qu'au début, c'est quelque chose qui nous est présenté comme étranger. Et puis au bout d'un moment, donc c'est les normes et les valeurs, au bout d'un moment, à force d'y être exposé et de les utiliser et de le faire de plus en plus, ça nous devient complètement naturel, on les a intériorisés. Voilà. Donc c'est ça qui désigne cette notion de socialisation, c'est à la fois l'apprentissage, mais aussi l'intériorisation de normes et de valeurs. Donc tout ça, on va le noter. Donc la socialisation, c'est le processus au cours duquel un individu va apprendre et intérioriser, j'insiste, c'est important, des normes, des valeurs et des rôles sociaux dans le but de s'intégrer à la société et d'avoir un comportement approprié dans chaque situation, mais aussi de construire sa propre identité. Et oui, à force d'intérioriser des normes et des valeurs, on n'intériorise pas de la même façon toutes les normes et toutes les valeurs auxquelles on est confronté. Au bout d'un moment, évidemment, il y en a qui nous deviennent naturels, puis il y en a qu'on rejette, etc. Et puis on construit son identité au fur et à mesure. Ça, on va y revenir dans la suite du cours. J'insiste sur la notion d'intériorisation, donc à la suite. L'intériorisation désigne l'assimilation des normes sociales par l'individu au point qu'elles en viennent à faire partie de son identité. Elles lui paraissent naturelles. Par exemple, marcher d'une certaine façon ou parler une certaine langue sont des normes intériorisées auxquelles on ne pense plus. Donc voilà pour cette définition qui est vraiment une des définitions les plus importantes du cours, donc vraiment à avoir, à encadrer et à apprendre. Et enfin, la dernière question de ce document-là, question 5, la socialisation a-t-elle une fin ? Et ça, on vous le dit bien dans le document 3, on vous dit que non, et qu'il existe deux types de socialisation, la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Donc il faut bien avoir à l'esprit que la socialisation, non, elle dure toute la vie. Par contre, on distingue deux phases à la socialisation qui se passe dans l'enfance, qui est la socialisation primaire, qui est celle par laquelle on va apprendre toutes les choses, on va dire, de base, c'est-à-dire parler, marcher, interagir avec les gens de notre société. Et la socialisation secondaire qui commence à l'âge adulte, vers 18-20 ans, où on va apprendre des choses un peu nouvelles, qui vont remettre en cause certaines choses, qui vont nous réapprendre certaines choses, mais qui va surtout être porté sur la sphère professionnelle. Et ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que la socialisation primaire, elle est beaucoup plus forte que la socialisation secondaire. C'est-à-dire que la socialisation secondaire, elle peut
remettre en cause certaines choses, mais en fait, les choses qu'on a apprises dans l'enfance, comme on les a apprises beaucoup plus tôt et que c'est sur elles qu'on s'est construit, elles vont être beaucoup plus intégrées. Par exemple, pour prendre l'exemple de la langue, notre langue maternelle, c'est la langue qu'on parlera le mieux de notre vie. Vous pouvez, à l'âge adulte, commencer à apprendre une deuxième langue. Si vous allez vivre dans le pays, vous pourrez peut-être devenir très 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 bon, etc. Mais a priori, vous arriverez jamais à être aussi bon dans cette deuxième langue que dans la langue que vous avez appris dès l'enfance, justement parce que y a un certain nombre de choses qui se mettent en place et qui restent ancrées en nous. Donc, ce qu'il faut noter là, donc on a la socialisation primaire qui est la plus forte et durable qui prend place dans l'enfance, mais il existe une socialisation secondaire qui commence à l'âge adulte et qui se poursuit tout au long de la vie. Voilà, donc on a fini pour là où je m'étais arrêté avec l'autre groupe, on les a rattrapés. Donc à la suite de ça, on a l'étude du document 4 et que je vous demande de faire justement dans le quiz en ligne, donc ça que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est bien tenir votre cahier à jour. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante pour imprimer les documents, il n'y a pas de problème, je vous les fournirai quand on se verra. Ce que vous avez besoin ici, c'est surtout d'avoir noté les réponses aux questions et les définitions. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine physiquement. Je vous souhaite une très bonne semaine de rentrée et à très vite.